toutes et à tous. Nous allons démarrer donc notre séquence de cet après-midi concernant le développement des compétences des salariés, sous-entendu dans les entreprises, en utilisant le vecteur de cofinancement du compte personnel de formation. On est deux intervenants côté Caisse des dépôts. Nous avons une petite slide qui nous présente très rapidement Philippe Brivet et Darius Kacheni. On est tous les deux de la Caisse des dépôts. On est tous les deux de la même direction de la Caisse des dépôts, la direction de la formation professionnelle. Et on va tous les deux se répartir une présentation qui va durer les 45 minutes qui sont prévues pour vous permettre de bien appréhender ce qu'est d'abord le compte personnel de formation et comment il est possible pour un employeur, une entreprise, de l'utiliser pour pouvoir développer les compétences de ses salariés. C'est ça notre objectif de cette séquence. Pour commencer, je vous propose quelques rappels sur le compte personnel de formation. Si vous avez des questions complémentaires au point que je vais développer dans cette partie, n'hésitez pas à les poser dans le chat, dans le vecteur de discussion qui se trouve sur la partie droite, je pense, de votre ordinateur. Ça permettra à Darius et puis moi, lorsque Darius interviendra, de pouvoir répondre en live aux questions que vous pouvez vous poser. Concernant le compte personnel de formation, la diapositive que vous avez sous les yeux, résume globalement ce que vous devez savoir sur le compte personnel de formation. D'abord, le compte personnel de formation, il existe depuis l'âge de 16 ans, 15 ans éventuellement pour les apprentis, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à la liquidation des droits à la retraite. Et au plus tard, jusqu'au 67e anniversaire. 67e anniversaire, quelle que soit la situation de la personne, le compte personnel de formation se clôt. Vous ne pouvez plus utiliser les droits qui sont inscrits sur ce compte. Si jamais une personne approche de ses droits à la retraite et qu'elle veut faire une formation qui va commencer après son arrivée en retraite, elle peut le faire, mais elle doit acheter sa formation avant d'avoir liquidé ses droits à la retraite, avant de partir à la retraite. Elle peut très bien après aller faire sa formation postérieurement, y compris pendant les premiers mois de sa retraite. Par contre, si elle se trompe de formation, si la personne veut changer de formation, elle ne pourra plus le faire parce que son CPF, après 67 ans, deviendra inactif. Le CPF, quel que soit l'âge d'entre 16 et 67 ans, quel que soit l'âge, il est toujours alimenté, on le verra comment, par la Caisse des dépôts, des droits sociaux, des droits à la formation qui sont prévus par les textes, par la loi. Un compte personnel de formation n'a pas de date de fin en dehors des bornes que je viens de vous montrer. Si quelqu'un vous dit qu'il faut absolument utiliser ses droits avant le 31 décembre 2025 ou 2026, c'est faux. Le compte personnel de formation ne se périme pas. Pour pouvoir utiliser ses droits CPF, il faut aller sur son espace personnel, avec le site que vous voyez apparaître sur cette diapositive, mon compte formation.gouv, n'oubliez pas le .gouv, .fr. Et c'est sur cette plateforme qu'on appelle mon compte formation, c'est sur cette plateforme que la personne, le titulaire, va choisir sa formation, déterminer quel organisme de formation il veut choisir et l'acheter pour pouvoir ensuite se former. Voilà, c'est très simple. Il doit préalablement activer son compte personnel de formation, ce qui nécessite un petit peu de temps. Donc, si la personne veut acheter, si un de vos collaborateurs ou si une personne veut acheter ses droits à la formation, veut acheter une formation avec ses droits dans un délai assez court, il faut que préalablement, elle ait activé son CPF. Il y a environ 41 millions de CPF aujourd'hui en France qui sont alimentés chaque année par la Caisse des dépôts, mais tous ne sont pas activés. Il faut absolument activer son CPF, ne serait-ce que pour aller voir ses droits, voir combien de droits on dispose, et ensuite pouvoir acheter une formation. Les droits CPF sont portables, ils ne sont pas cessibles. Portable, ça veut dire qu'une personne peut utiliser ses droits
ou peut acquérir des droits, puis ensuite quitter son employeur et aller chez un autre employeur. Il conservera ses droits. Donc, la portabilité, c'est ça. L'incessibilité, c'est le fait que vous ne pouvez pas, il n'est pas possible de céder ses droits CPF à ses enfants, son conjoint, ses amis, sa famille, son voisin, etc., etc. Ça n'est pas possible. Les droits sont incessibles, c'est un compte personnel. Par contre, particularité, et c'est ça qu'on va développer notamment avec Darius tout au long de cette séquence, c'est que la plateforme Mon Compte Formation permet à des financeurs de la formation professionnelle de compléter les droits dont dispose une personne sur son CPF. Vous allez le voir sur la diapositive qui suit. Chaque année, la Caisse des dépôts alimente le CPF des 41 millions de comptes que j'évoquais à l'instant. Il y a environ 41 millions de comptes CPF qui sont alimentés chaque année. Il y a environ 5 millions et demi, 6 millions, non, pas 6 millions, plutôt 5 millions et demi de fonctionnaires qui ont toujours, en tant qu'agent public, un CPF qui est ouvert en heures, et tout le reste, ce sont des salariés du secteur privé, ou en tout cas qui ont un statut privé, et qui ont un CPF qui est monétisé, qui est exprimé en euros. Et l'alimentation du compte, de ce compte CPF, elle se fait chaque année selon les indications, les prorata qui sont indiqués sur cette diapositive. Partie gauche de la diapositive, vous avez, j'allais dire, les cas un petit peu standards. Vous êtes salarié, vous êtes travailleur indépendant, TNSTI. Vous percevez 500 € par an jusqu'à un plafond de 5 000, selon des prorata qui sont indiqués au bas de la diapositive. Par contre, autre cas de figure, il y a deux cas de figure distincts qui se trouvent sur la partie droite de votre diapositive. Si vous êtes considéré comme, si la personne est considérée comme salariée moins qualifiée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de diplôme, ou si la personne peut justifier d'être en situation de handicap en apportant la preuve sur la plateforme qu'elle est bien en situation de handicap, eh bien, l'alimentation se fait à 300 € supplémentaires aux 500 € qui sont prévus sur la partie gauche. Donc, les personnes en situation de handicap ou les personnes qui n'ont pas de diplôme perçoivent 500 plus 300, 800 € chaque année jusqu'à un plafond de 8 000. Vous voyez que ça fait beaucoup d'argent, mais ça suffit peut-être pas pour acheter certaines formations qui sont quand même relativement chères. Il y a des formations sur notre plateforme qui dépassent quelquefois très largement les 10 000 €. Il y a certaines formations qui sont très chères parce qu'il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de temps à consacrer à la formation. Et on ne peut pas dépasser ce montant d'alimentation, ce qui signifie que si la personne elle n'a pas suffisamment de droits pour acheter sa formation, tant qu'elle n'a pas tous ses droits, tout l'argent pour acheter, elle ne pourra pas acheter sa formation. Donc, on le verra un peu plus loin, il existe différentes situations qui permettent d'améliorer, qui permet à la personne d'aller suivre la formation un peu chère qu'elle a envie d'acheter. Quelles sont les formations qu'un titulaire, ce qu'on appelle un titulaire dans notre jargon, c'est un détenteur de CPF. Quelles sont les formations qu'un titulaire de CPF peut acheter sur la plateforme? Vous les avez sur cette diapositive. En haut, ce qu'on appelle les répertoires, les deux répertoires. À gauche, le répertoire spécifique, à droite, le répertoire national. Vous avez un répertoire à gauche qui reprend toutes les certifications de compétences qui permettent d'améliorer ses connaissances sur un métier. Et puis à droite, tout en haut, les diplômes et les titres à finalité professionnelle. Donc ça, c'est le répertoire national qui est reconnu par l'État et qui permet en fait d'acheter des formations qui sont généralement plus longues et plus chères que le répertoire spécifique qui est sur la partie gauche. En plus de ces deux répertoires, vous avez trois autres certifications, appelons-les comme ça, qui sont accessibles et finançables avec des droits CPF. C'est le bilan de compétences. Je sais qu'il est sur la sellette un petit peu en ce moment, mais pour le moment, il est toujours éligible au compte personnel de formation. C'est la validation des acquis de l'expérience, la VAE, dont on est en train de réformer le parcours côté Caisse des dépôts avec l'apparition de France VAE l'année dernière, et puis en 2024, et puis tout en bas à droite, vous avez tout ce qui concerne les préparations
théoriques et pratiques au permis de conduire. Alors là, vous avez pratiquement tous les permis qui sont affichés. Tous ces permis sont accessibles. Attention, la seule particularité, c'est que pour les permis dits légers, oui, c'est le permis A, le permis moto et le permis B, le permis pour les véhicules classiques, véhicules de tourisme, vous ne pouvez en acheter qu'un seul avec votre CPF pendant votre vie. D'accord ? Donc, ça veut dire que si vous avez déjà le permis B, vous ne pouvez pas acheter le permis A. Et puis, si vous avez le A, vous ne pouvez pas acheter le B. C'est exclusif, c'est l'un ou l'autre, mais ce n'est pas les deux. Et vous avez, par contre, au-delà des permis A et B, tous les permis dits plutôt professionnels, notamment le permis poids lourd ou super lourd, ou les permis liés au transport de personnes, qui, eux, sont dans une situation où ils sont intégrés, là où il n'y a pas de limitation d'accès pour pouvoir les acquérir avec des droits CPF. Quelques chiffres, ce n'est pas fondamental, mais ça nous paraissait intéressant avec Darius de vous montrer un peu ce que représente le CPF aujourd'hui. Il a été créé dans sa version monétisée le 21 novembre, je crois que c'est le 21 novembre 2019, donc ça fait 6 ans que quasiment, on est à date anniversaire, presque. Ça fait 6 ans que le compte personnel de formation en euros existe. Si vous regardez bien, alors les chiffres, ils datent un tout petit peu, ils datent de début novembre, si je ne me trompe pas, ou de fin octobre. Vous avez pratiquement 10 millions de dossiers de formation qui ont été acceptés et financés sur la plateforme pour un cumul de droits. Non, même pas. Pour un cumul de droits qui représente quasiment 14 milliards d'achats de formation sur la plateforme. Sur cette diapositive aussi, vous voyez apparaître à gauche et à droite le montant moyen des droits dont dispose un titulaire sur la plateforme, 1 746 €. C'est le montant moyen des achats qui sont effectués par les titulaires sur la plateforme. Et puis sur la partie droite, pour le compteur privé notamment, je pense que c'est plutôt ça qui nous intéresse, vous avez le montant moyen d'un compteur sur le secteur privé qui s'élève à 2 421 €. Et puis au centre de la diapositive, vous avez le top 5 des formations les plus utilisées. D'abord, les permis de conduire, 20% des achats, c'est des permis de conduire. Puis, vous voyez apparaître le bilan de compétences. Puis, vous voyez apparaître l'accompagnement VAE, les tests TOEIC, et puis les permis de conduire un peu plus professionnels, comme le permis C. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui était peut-être intéressant de vous montrer. Et sur la partie droite, vous voyez les 41 millions de CPF que j'évoquais tout à l'heure dans ma présentation. Voilà pour les données clés qui sont relatives au compte personnel de formation. Ça vous montre surtout que c'est un dispositif qui aujourd'hui est arrivé à maturité 6 ans après et qui est vraiment fort utile pour qui est vraiment fort utile pour la majorité des Français. On ne vous a pas mis de profil de titulaire de CPF, mais sachez que grosso modo, on est presque à parité entre les hommes et les femmes sur la plateforme. On est à 52% d'hommes qui achètent pour 48% de femmes. Et on est à environ à un peu plus de 40%, je crois que c'est 42% de demandeurs d'emploi. Donc, il y a des salariés, mais aussi de demandeurs d'emploi sur la plateforme. Et puis, vous avez enfin vous avez aussi sur la plateforme, vous avez aussi sur la plateforme un certain nombre de données qui sont intéressantes à noter, comme par exemple le fait qu'il y a une majorité de personnes qui sont des ouvriers ou des personnels un petit peu moins qualifiés. Enfin, il y a peu de cadres par rapport à la situation antérieure. Voilà, c'est un peu les caractéristiques du profil type d'un titulaire. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que avec tous les droits CPF dont disposent les personnes, quelquefois, il peut arriver qu'un titulaire n'ait pas suffisamment d'argent pour acheter une formation. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, la diapositive que je vous présente, elle a pour vocation de synthétiser un petit peu les choses. En synthétisant un petit peu les choses, je vais un peu commencer par le bas, mais on va remonter doucement. Mais
Le principe déjà qui existe depuis l'origine, c'est que si un titulaire n'a pas suffisamment d'argent pour acheter une formation, il peut se financer lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il peut utiliser sa carte bancaire directement sur la plateforme pour acheter, pour compléter en ligne les droits qui lui manquent, les droits formation qui lui manquent pour pouvoir acheter la formation qu'il souhaite. Est-ce que ça représente beaucoup de cas? Ça représente 10% des cas. 10% des dossiers de formation sont financés avec une aide de la part, un accompagnement personnel sur fonds propres du titulaire du CPF. Et, sauf erreur de ma part, la moyenne de ce que mettent les titulaires sur la plateforme pour pouvoir compléter leurs droits, c'est de l'ordre de 400 à 500 euros en moyenne. Donc, vous voyez, ça, selon les années, ça peut varier, mais c'est quand même relativement important. Pour nous, c'est aussi important de montrer que sur cette plateforme, les titulaires qui viennent acheter des formations, en fait, ils ont vraiment envie de suivre les formations, parce que à partir du moment où une personne met de son argent propre et personnel pour pouvoir acheter une formation, il est presque certain qu'il va suivre la formation jusqu'au bout. Enfin, là, il investit lui-même. C'est pas uniquement ses droits CPF qui servent. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous voyez apparaître sur cette diapositive, c'est le fait qu'il y a des financeurs de la formation professionnelle qui peuvent intervenir sur notre plateforme. Deux principalement qu'on a distingués ici. D'abord, une entreprise, un employeur, il a son salarié qui veut solliciter qui veut financer sa montée en compétences ou qui veut financer une formation qui l'intéresse et qui intéresse aussi l'entreprise. Eh bien, l'employeur peut l'aider. Son employeur peut l'aider en complétant les droits, alors soit à la hauteur de ce qui lui manque, soit à la hauteur d'une partie de ce qui lui manque. Et nous le verrons tout à l'heure, il peut cibler plus particulièrement la formation en question. Et on est en train de mettre en place au niveau de la Caisse des dépôts tous les éléments qui vont permettre de sécuriser les employeurs, les entreprises qui voudraient intervenir sous cette forme sur la plateforme. Et puis, il existe aussi d'autres financeurs un peu plus spécifiques qui font des actions plus massives, plus lourdes, et qui sont indiquées ici. On les a pas tous notés, mais on peut noter les régions. Alors, les régions, ça peut être, on l'a pas mis sur le document, mais ça peut être France Travail aussi. Les régions et France Travail, c'est souvent pour aider les demandeurs d'emploi. Donc, ils peuvent intervenir aussi sur la plateforme pour pouvoir abonder le CPF des collaborateurs. Mais ça peut être aussi des OPCO, des branches professionnelles. Souvent, les deux vont ensemble. Ça fait une paire. L'argent est dans la branche professionnelle, remonte vers les OPCO et on conventionne avec les OPCO pour permettre la mise en place du processus d'abondement. Ça peut intéresser aussi un FAF. Il y a d'autres financeurs qui pourraient être intéressés, comme la GFIP, comme peut-être les conseils départementaux pour les personnes bénéficiaires du RSA, etc. etc. Pour le moment, elles n'y sont pas, c'est leur choix, mais elles pourraient très bien y venir. Et j'en oublie, il y a d'autres. La loi est assez large sur ce sujet-là. Et c'est important de le noter, c'est qu'en fait, le titulaire, il ne va pas se retrouver tout seul avec ses droits CPF, il va pouvoir mettre en place une forme d'ingénierie financière avec l'aide des financeurs qui sont présents sur la plateforme. Tout ça est prévu par les textes. Je vous ai mis, nous vous avons mis avec Darius sur cette diapositive les références entre guillemets législatives et textuelles sur le sujet. On y retrouve notamment un décret relativement récent qui fait évoluer les conditions d'attribution et de remboursement des dotations versées par les employeurs. Darius le complétera mes propos tout à l'heure dans la présentation qu'il va faire de manière plus précise des fonctionnalités de l'outil, comment on fait pour effectuer la dotation. Ça, il va y revenir dans quelques minutes. Les textes sont là pour bien vous montrer que tout est bien encadré par les textes et que vous pouvez être rassuré en tant qu'employeur sur la façon dont on utilise les fonds
et la sécurité qu'on y met pour que ces fonds soient vraiment utilisés dans l'esprit qui est prévu par les textes. Je poursuis, mais vraiment rapidement, en commençant la dernière partie de notre présentation, celle sur laquelle mon collègue va intervenir. Je commence et puis je vais lui céder rapidement la parole, puisque j'ai évoqué à l'instant la notion de dotation. Il faut y revenir. Une dotation, on utilise ce terme. En fait, le terme le plus approprié serait un abondement, mais en fait, on parle de dotation quand un employeur, souvent, aujourd'hui, c'est exclusivement le cas des employeurs, quand un employeur, une entreprise, a décidé d'accompagner son collaborateur et de remettre de l'argent sur son CPF. Sur cette diapositive, vous voyez tous les cas de figure. Ceux qui nous intéressent fondamentalement sont en haut. Il y en a 4. Il y a 4 types de dotations. Je laisse un petit peu tomber, entre guillemets, les dotations qui se trouvent présentées en bas de cette diapositive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, c'est pas très beau, mais ce qu'on appelle dans notre jargon à nous des dotations sanctions. En fait, ces dotations tout en bas, là, à 3 000 €, elles sanctionnent des états de fait. C'est-à-dire, en fait, le fait, par exemple, qu'une entreprise n'a pas, contrairement à ce que demande le droit du travail, n'a pas suivi les textes et n'a pas fait les entretiens professionnels pour ses collaborateurs. Dans ce cas-là, il y a le versement de droits correctifs de 3 000 € qui viennent alimenter le CPF de la personne. Donc, vous voyez que si les entretiens professionnels sont faits dans toutes vos entreprises, il n'y a aucune raison d'utiliser ces droits correctifs. Et puis, tout en bas à droite, les dotations salariés licenciés, là, c'est pour un cas particulier. C'est en cas de licenciement, lorsqu'il y a un accord de performance collective. Là aussi, tout est prévu par le Code du travail. Vous constatez en fait que ce sont 2 natures de dotation qui sont un peu des natures particulières. C'est des natures un peu spécifiques. Nous, avec Darius, on se situe sur les cas qui se trouvent au-dessus, encadrés en vert, des cas où l'employeur, l'entreprise, elle décide d'accompagner ses collaborateurs. Elle décide de les aider à acquérir une formation. Elle décide de les aider à monter en compétences. Elle travaille à ce qu'on appelle, dans notre jargon, c'est ce qu'on a utilisé pour cette séquence, la co-construction. La co-construction, c'est quand 2 personnes co-construisent ensemble. C'est le cas. Une entreprise, un employeur, elle va co-construire avec ses salariés, avec son salarié ou ses salariés, un projet professionnel qui a pour but de monter en compétences. Et c'est ça qu'on voudrait développer avec les entreprises aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous fait cette présentation. Et je crois que je vais laisser la parole, si je me rappelle bien. Ah non, je vais peut-être prendre ça, si tu le veux bien, Darius. Et puis après, je te cède la parole. Alors ça, c'est la diapositive qui sert un peu d'exemple, qui nous sert habituellement d'exemple. Elle parle d'elle-même en quelque sorte. Qu'est-ce que ça signifie doter ? Vous êtes un employeur, vous voulez aider un de vos collaborateurs à monter en compétences. Ce collaborateur, il va venir vous voir, il a des droits CPF, mais il n'en a pas suffisamment pour acheter sa formation, et il réussit à vous convaincre en tant qu'employeur ou à convaincre son employeur de l'aider parce que son employeur, ça l'intéresse que son collaborateur il monte en compétences. Et du coup, il sera d'accord en tant qu'employeur de lui verser tout ou partie du reste à charge, donc de la différence qu'il y a entre le montant des droits dont dispose son collaborateur et le prix de la formation qui a été fixé sur la plateforme. Ça peut représenter quelquefois des sommes relativement importantes. Pour ce faire, on a prévu, comme l'indique au centre cette diapositive, on a prévu la mise en place d'un portail qui porte un nom un peu barbare qui s'appelle EDEF. C'est un espace qui est dédié aux employeurs et aux financeurs. C'est un portail qui est accessible à travers Net Entreprise et qui permet aux employeurs de se rendre sur notre plateforme et de verser sur le CPF de son collaborateur ou de ses collaborateurs la somme d'argent nécessaire qui va lui permettre de compléter ses droits et qui va lui permettre d'acheter la formation. Ensuite,
lorsque les droits auront été versés sur le CPF du titulaire, en plus de ses droits sociaux, de ses droits CPF, eh bien, le salarié, il n'a plus qu'à se connecter sur son compte CPF, il va voir apparaître, outre ses droits, il va voir apparaître la dotation effectuée par son employeur et il va mobiliser les deux pour pouvoir acheter la formation qu'il souhaite. Dans son esprit, c'est relativement simple et c'est vraiment très simple. Et le but aussi de notre présentation d'aujourd'hui, tous les deux avec Darius, c'est de vous montrer que c'est vraiment très simple de procéder à une dotation. En 72-96 heures, c'est ça à peu près, en 3-4 jours, si vous êtes d'accord avec votre collaborateur, les choses peuvent se mettre en place. Donc, vous voyez que ça peut aller quand même relativement vite et ça permet donc de pouvoir co-construire avec vos collaborateurs des projets professionnels intéressants. Je te laisse peut-être la parole, Darius, pour la partie plus fonctionnelle. Merci beaucoup, Philippe. Peut-être aussi pour rappeler que pour accéder à cet espace des employeurs et des financeurs, donc qui est la plateforme pour faire attribuer les dotations, le prérequis, c'est bien évidemment de s'habiliter au service. Alors, le service qui s'appelle Mon Compte Formation Abondement via du coup la plateforme Net Entreprise qui nous permet d'organiser cette webconférence. C'est important parce qu'aujourd'hui, en tant que employeur, si vous ne vous habilitez pas au service, même si vous accédez aujourd'hui au portail d'information des employeurs et des financeurs, vous avez juste simplement pas la possibilité de vous y connecter. Donc au préalable, il y a bien une habilitation au service qui doit se faire via le portail et il y a un parcours relatif à cette habilitation qui est mis en place avec la notion de déclaration de déclarant, puisque ce service, vous pouvez tout à fait donner des habilitations spécifiques à certaines personnes de votre entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est votre service formation qui est compétent pour faire ce type d'action, alors il y a la possibilité de donner l'habilitation à 1, 2, 3, 4, 5 personnes spécifiquement au service Mon Compte Formation Abondement pour le volet dotation. On a d'autres services qui sont accessibles depuis le portail des employeurs et des financeurs, qui concernent la régularisation des droits notamment. On a aussi le volet des passeports. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le volet dotation. Et donc, le prérequis, c'est bien de s'habiliter à ce service-là. Derrière, dès lors que vous avez habilité certains de vos collaborateurs à pouvoir attribuer des dotations, le principe est extrêmement simple. Il y a 2 portes d'entrée. Soit vous continuez à passer depuis le portail Net Entreprise et vous allez avoir, alors là il n'est pas montré à l'écran, mais vous allez avoir une pastille en haut de votre espace qui vous permet de débrancher directement sur l'espace des employeurs et des financeurs, donc en mode connecté. Soit vous passez directement depuis l'espace connecté, donc pas forcément depuis Net Entreprise, et vous y renseignez ici vos identifiants Net Entreprise. Voilà, donc il y a vraiment 2 possibilités. Si vous marquez le lien marque-page de votre navigateur, voilà, il suffit juste simplement d'enregistrer les mots de passe Net Entreprise, et donc du coup, vous pouvez vous habiliter avec le numéro de l'établissement auquel vous êtes habilité pour faire la dotation, votre nom, prénom et votre mot de passe, considérant que dans cet espace-là derrière, vous pourrez retrouver tout le portefeuille des établissements pour lesquels vous êtes habilité à faire de la dotation. C'est-à-dire que si vous, pour une même société, multi-établissements, vous pouvez faire de la dotation pour plusieurs de ces établissements, vous les retrouverez en haut
dans le header du site espace des employeurs et des financeurs. Ce qu'on appelle header, c'est la partie tout en haut que vous voyez sur la copie écran droite. Là, vous voyez qu'on a un société JPMDS test projet avec un numéro établissement factice. Là, vous avez une petite flèche, vous appuyez et vous pouvez finalement changer d'établissement. Voilà, c'est une gestion multi-compte qui permet derrière de faire de l'attribution et les suivis des dotations que vous allez effectuer. Un des premiers prérequis et un des premiers éléments que vous allez renseigner quand vous allez vous connecter, c'est déjà votre profil financeur. Ça, c'est une nouveauté qui est apparue au début de l'année 2025 et qui vous permet de vous référencer avec une typologie spécifique. Alors, on met un petit point d'attention sur cette liste qui est finalement juste la reprise de l'article L6323-4 alinéa 2 du Code du travail. Vous le savez, les employeurs sont habilités à pouvoir abonder le compte personnel de formation de leurs salariés, mais vous avez, et Philippe l'indiquait précédemment, vous avez aussi des opérateurs de compétences, représentants de branches, les régions, bien évidemment France Travail, et puis après tout volet régionalisé, communauté de communes, conseils départementaux, etc. Les fonds d'assurance formation pour les travailleurs non salariés. Et voilà, en tout cas, pour ce qui concerne les employeurs, il y a nécessité à bien renseigner la catégorie de financeurs. Une association qui serait listée dans le Code du travail doit renseigner cette typologie spécifique. Une association par exemple, loi 1901, qui emploie des salariés dans son association, si elle veut faire une dotation à un de ses salariés, il faut bien qu'elle renseigne l'employeur et non pas association. Voilà, c'est important parce que derrière, on effectue notamment des contrôles de cohérence. Le Code du travail spécifiant qu'une entreprise peut abonder le compte CPF de ses salariés s'il y a bien un lien employeur-employé. Et ça, nous, on le vérifie notamment avec la déclaration sociale nominative. Donc, vous ne pouvez bien évidemment pas, en tant qu'employeur, doter le compte d'un titulaire qui ne fait pas partie de vos effectifs. Deuxième chose après le profil financeur, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est la notion de typologie de dotation. Et ça, Philippe le rappelait aussi juste avant, il y a deux typologies de dotation qui concernent la co-construction de CPF. Quand on parle de co-construction, c'est vraiment de notion de financement de formation, projet de formation spécifique. La dotation volontaire et donc les droits supplémentaires. Et c'est ici que vous pouvez démarrer votre parcours. Donc en optant pour l'une ou l'autre, vous retrouvez également les autres typologies de dotation dites obligatoires, pareil qu'évoquait Philippe tout à l'heure. Dans la slide suivante, et dans la même lignée que ce que disait Philippe, en fait, c'est extrêmement simple. Quand vous avez choisi la dotation volontaire ou le droit supplémentaire, c'est exactement le même parcours. Il y a une logique qui est de d'abord identifier votre bénéficiaire, votre salarié, et ça se fait via deux données, le numéro de sécurité sociale et le nom de naissance. Le nom de naissance, c'est extrêmement structurant, puisque c'est ce binôme, entre guillemets, c'est ce couple numéro de sécurité sociale, nom de naissance, qui nous permet d'identifier le dit bénéficiaire. Si on ne trouve pas une cohérence entre les deux données, vous ne pourrez simplement pas ajouter le bénéficiaire et vous ne pourrez pas doter le compte. Donc voilà, la notion de nom de naissance, elle est importante. Je prends spécifiquement le cas des personnes avec un nom marital. Il faut vraiment être sur cette notion de nom de naissance, mais de toute façon, vous avez un message d'erreur si la correspondance n'est pas trouvée. Deuxième donnée importante, c'est le montant que vous allez attribuer à votre bénéficiaire. Alors, on va y revenir aussi un petit peu plus tard. Soit vous êtes dans une logique de financement de reste à payer. Votre titulaire a peut-être 80%
de droits pour financer sa formation, il lui reste une petite partie, les 20% restants, vous allez doter de ce montant-là pour lui permettre d'acheter sa formation. Soit vous êtes dans une logique qui peut être dans la logique d'un accord d'entreprise avec un pourcentage qui est défini par l'accord ou un pourcentage que vous définissez sans accord. Et là, dans ce cas-là, c'est vous qui calculez le montant que vous souhaitez attribuer en fonction du prix de formation et vous vous affranchissez entre guillemets des droits CPF du titulaire, peu importe. Vous allouez tel montant pour le financement. La dernière donnée qui est, qui va d'ailleurs être complétée par une autre, mais j'y reviendrai juste après. En tout cas, aujourd'hui à date, la 4e donnée qui est saisissable mais qui est optionnelle, c'est la notion de certification visée. C'est relativement important pour vous, employeurs, puisque aujourd'hui, quand vous êtes dans une logique de co-construction, de cofinancement d'un projet de formation, vous avez envie peut-être de sécurisation quant à la mobilisation de cette enveloppe financière et vous voulez vous assurer que cette poche, elle soit mobilisée pour la bonne action de formation. Vous n'avez pas la possibilité de viser une action à proprement parler, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire je veux que ça soit cette action qui est assurée par tel organisme de formation. En revanche, vous pouvez tout à fait associer la certification. Alors, il y a un système, le petit moteur de recherche, vous voyez l'intitulé code ou intitulé de la certification. Et en fait, tout simplement, vous avez un petit moteur intelligent, soit vous renseignez l'un ou l'autre. Vous avez une liste déroulante et vous avez la possibilité, du coup, la certification à la dotation. À noter que là, on est sur un écran qui montre la saisie en ligne, c'est-à-dire que c'est un écran dynamique depuis le portail des employeurs et des financeurs. Dans cette modalité-là, vous pouvez doter jusqu'à 20 bénéficiaires en une seule fois. Si vous êtes dans une logique un petit peu plus de masse, un petit peu plus de groupe, vous avez aussi la possibilité de faire une saisie, mais cette fois-ci, une saisie via téléchargement d'un fichier. Donc, vous avez un modèle qui est téléchargeable sur le site. Et là, vous avez un fichier CSV à plusieurs colonnes que vous pouvez renseigner et donc du coup le charger directement dans l'espace. Et donc du coup, s'il n'y a pas d'erreur dans votre fichier, il y a les 100 bénéficiaires qui sont saisis et vous pouvez derrière attribuer vos dotations de groupe. Vous avez, si tant est que le fichier n'est pas bon, vous avez un rapport d'erreur qui détaille exactement là où se situent les erreurs de saisie. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes accompagné dans ce parcours de saisie de la dotation. La 5e étape, on va dire, et elle est très, 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 très importante, c'est la notion d'engagement à effectuer le virement. C'est-à-dire que quand vous avez passé l'étape précédente, vous avez identifié votre groupe. Alors, soit vous faites une dotation unitaire, soit vous faites une dotation groupée. Vous pouvez tout à fait, d'ailleurs, dans cette dotation groupée, saisir des montants spécifiques à chaque bénéficiaire. Je le rappelle, ce n'est pas 500 € pour tout le monde. Ça peut être 500 € pour le bénéficiaire A, 600 € pour le bénéficiaire B, associer des certifications différentes. Vous avez finalement derrière un groupe qui est constitué et donc un montant global à attribuer, à verser. Ça se fait hors plateforme par un virement. Donc là, vous saisissez généralement le service comptable pour effectuer ce versement. Vous avez un appel de fonds qui est accessible depuis l'espace des employeurs et des financeurs. Et dans cet espace, dans cet appel de fonds, on vous rappelle premièrement le libellé de versement à renseigner dans l'outil comptable. Ce libellé de versement, il est primordial parce que c'est ce qui nous permet de lettrer automatiquement le montant. C'est-à-dire que si on a ce libellé, on sait très bien comment aller répartir du coup les différentes sommes que vous aurez renseignées par bénéficiaire, et donc les fonds seront attribués automatiquement et très rapidement aux bénéficiaires. Et c'est aussi ce qu'indiquait Philippe tout à l'heure. On parle d'un délai qui peut être rapide, de 3-4 jours à partir du moment où vous commencez à saisir la dotation. Si le libellé est bien renseigné, on est tout à fait dans les clous.
En revanche, si le libellé n'est pas renseigné, et pas bien renseigné, là, on ne va pas pouvoir faire le pont, et là, on va faire ce qu'on appelle, on va devoir lettrer manuellement. Et en général, c'est l'employeur qui saisit la Caisse des dépôts parce que les compteurs ne sont pas alimentés. Donc, il faut faire cette démarche et qui va prendre forcément un petit peu plus de temps. Cet appel de fonds, il est aussi, c'est un justificatif qui permet normalement à vos services comptables de procéder au versement. Et on rappelle juste que la dotation n'est pas assujettie à la TVA ni aux cotisations sociales. Donc encore une fois, toutes les données nécessaires à l'attribution, en tout cas au versement de la dotation, est rappelée dans le document. Et enfin, peut-être pour finaliser cette étape-là, et là, on va juste passer à la slide suivante. Vous dire que quand les compteurs sont alimentés, les titulaires peuvent tout de suite acheter leur formation, mobiliser les sommes, elles sont mobilisées automatiquement dans le plan de financement. Il n'y a pas d'action de la part des titulaires à dire « je veux mobiliser la dotation ou pas ». Voilà. Là, on a ici sur cette slide, on vous rappelle les évolutions significatives qui ont été apportées sur le parcours d'attribution de dotation dans l'espace des employeurs et des financeurs. Depuis juin 2025, donc depuis quelques mois maintenant, et je l'ai indiqué, quand l'employeur associe une certification à la dotation, le collaborateur ne peut mobiliser cette dotation que pour une action qui vise la dite certification. Même si les sommes sont attribuées, sont mobilisées automatiquement par les titulaires, par les salariés, ils sont mobilisés automatiquement si la formation vise bien cette certification. Les 3 grandes évolutions qui sont prévues prochainement, c'est que vous, en tant qu'employeur, vous allez pouvoir définir une date limite d'utilisation de la dotation. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, je veux que cette dotation elle soit mobilisée dans les 1 an. Et si, au bout de ces 1 an, cette somme n'a pas été mobilisée par le titulaire, alors le financeur pourra demander le remboursement de la somme qui n'aura pas été mobilisée. Donc, si ça n'a pas été mobilisé, c'est entièrement. Si ça a été mobilisé partiellement, ça sera partiel. Et enfin, le financeur pourra disposer de plusieurs données relatives à la mobilisation de la dotation par le titulaire. Avant, il ne l'avait pas. Ils n'avaient pas ces informations-là. Maintenant, vous allez pouvoir, en tout cas, avoir la visibilité sur quel organisme de formation a été choisi par mon titulaire, quelles dates de session ont été retenues, quel coût pédagogique et quel statut. Est-ce que mon titulaire est entré en formation? Est-ce qu'il est sorti de formation? Voilà, tout un tas d'informations intéressantes et structurantes pour vous, les employeurs. Et enfin, dernière évolution qui est en passe de passer et qui va forcément changer aussi la façon d'attribuer et de faire de la dotation, c'est une évolution autour de l'ordre de mobilisation des droits. Jusque-là, et on vous l'a dit dans le discours, la dotation, elle venait plutôt dans une logique de complément de droit. Demain, la logique va être inversée, c'est-à-dire que votre dotation, elle va passer en première position dans l'ordre de mobilisation des droits. Ça veut dire que vous aurez la possibilité de définir et de dire, moi, je veux financer 50% de la formation de mon salarié et faire en sorte que votre salarié n'utilise que, du coup, 50% avec ses droits CPF, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc c'est assez intéressant. On a 2 cas d'usage qui sont présentés par la suite. Donc, je vais essayer de tâcher d'être plutôt rapide dans la présentation, mais voilà, si votre salarié vous sollicite pour l'aider à financer un reste à charge, vous êtes dans une logique où vous avez un prix de formation à 4 000 € et lui, il a 3 600 € de droits. Aujourd'hui, finalement, il a un reste à payer de 400 €. Aujourd'hui, si vous voulez financer, vous, du coup, ce reste à payer, il va de toute façon mobiliser 3 600 € et il va devoir, il pourra mobiliser que 400 € de ce que vous avez intégré. Si tant est que la certification que vous avez associée correspond bien à la formation qu'il a choisie au préalable. Donc,
Là, on est dans une logique un peu, on va dire un petit peu classique. Le deuxième cas d'usage qui est intéressant et qui va justement évoquer ce que j'indiquais avec l'ordre de mobilisation des droits, c'est quand on sera dans une logique d'accord d'entreprise, d'accord de groupe. En fait, si vous voulez financer 50% de la formation, et en reprenant un peu la mécanique des données précédentes, avec une formation de 4 000 € et avec des droits salariés de 3 600, si vous voulez financer 2 000 €, vous allez pouvoir le faire, et le titulaire n'aura mobilisé que 2 000 € de ces 3 600 €. C'est-à-dire qu'il aura encore, lui, 1 600 € de droits mobilisables pour la formation qu'il souhaite par la suite. Voilà, donc ça, c'est une notion qui est vraiment importante. Elle est intéressante d'une part pour le salarié, elle est doublement intéressante pour vous quand vous êtes dans une logique de co-construction, de cofinancement, dans une logique de pourcentage de prix de formation. Voilà, donc ça, c'est la prochaine évolution structurante à venir. On n'a pas de date précise aujourd'hui, mais ça devrait passer incessamment sous peu. Voilà, donc on sera en tout cas alerte et disponible pour toute question qui concernerait cette évolution réglementaire. Je pense qu'on arrive à la fin de la séquence relative au financement, cofinancement du CPF par les employeurs. On a été ravis avec Philippe de vous exposer un petit peu le parcours de dotation et les enjeux de ces évolutions. Et puis, bien évidemment, en tant que coopérateur mandaté par l'État pour gérer ce dispositif, on sera en tout cas joignable pour répondre à vos interrogations. Merci à tous pour votre participation et très bonne fin de journée. Au revoir.